les machines prendront notre place. C'est un sujet de société, on en entend parler tous les jours. Les gens sont anxieux, ils ont peur de se faire remplacer. Il y a une sélection par la technologie, en quelque sorte, qui a pris le relais de la sélection naturelle. Les autres nations qui développent l'IA, hormis peut-être l'Europe, la Chine essentiellement, ne nous feront pas de cadeaux. Donc c'est les plus forts, ils seront capables de devenir les maîtres du monde. C'est les maîtres de l'IA et de la robotique qui seront les maîtres du monde. Bonjour Jean-Paul Houry, merci d'avoir accepté cette invitation pour NTD L'Actu. Vous avez écrit Siliclone, un roman d'anticipation où vous imaginez le monde en 2045, gouverné de façon bienveillante par des algorithmes, et où ceux qui maîtrisent l'IA et la technologie robotique règnent finalement en maîtres. L'un des thèmes forts de ce livre sont les humains qui tentent de répliquer des versions Android d'eux-mêmes afin de caresser l'idée d'immortalité et de perfection. Tout d'abord, comment est née l'idée de ce livre ? Alors, bonjour, merci de m'accueillir. Tout d'abord, il s'agit d'un roman d'anticipation, d'une fiction totale. Et ça se passe en 2045. Il y a deux types d'individus. Les individus qui ont été remplacés par les machines, qu'on appelle les purposeless ou les sans but. Et puis les individus qui n'ont pas encore été remplacés par les machines. Et puis il y a une caste qui s'appelle l'algorithmocratie. Et les algorithmocrates sont pris de remords. Ils commencent à se rendre compte que même les individus qui n'ont pas été remplacés par les machines sont menacés. Et donc, il y a vous avez toujours entendu parler de la sélection naturelle, il y a une sélection par la technologie, en quelque sorte, qui a pris le relais de la sélection naturelle. Et l'idée, il y a un algorithmocrate qui pense que pour donner un coup de patte, donner un coup de main à ces individus qui n'ont pas encore été remplacés par les machines, il faut leur créer leur double androïde. C'est-à-dire un personnage qui leur ressemble comme deux gouttes d'eau et qui est capable de faire les choses aussi bien qu'elles le font. Admettons que je sois un Siliclone, eh bien, je serais le double androïde de Jean-Paul Houry qui serait venu vous rendre visite parce que celui-ci est trop paresseux ou fait une autre chaîne de radio en même temps et il envoie son Siliclone répondre à vos questions. Voilà, donc cette idée, elle m'est venue pour réfléchir justement sur cette possibilité qu'un jour les machines prendront notre place, puisque c'est un sujet de société, on en entend parler tous les jours, les gens sont anxieux, ils ont peur de se faire remplacer, la machine va prendre ma place, c'est pour l'instant fonctionnel, est-ce que ça peut aller jusqu'à toucher l'individu dans sa particularité ? C'est la réflexion qui se trouve à l'origine de cette fiction. Et donc, tout simplement, j'ai fait 13 portraits d'individus qui n'ont pas encore été remplacés et qui rencontrent leur Siliclone et à qui il arrive une aventure avec ce Siliclone en question qui montre que, je ne vais pas faire de spoiler, mais l'humanité a toujours un petit quelque chose en plus. Voilà, donc la fin est assez rassurante. Le secteur de la robotique est aujourd'hui en pleine expansion. Pourquoi sommes-nous aussi fascinés par l'idée de fabriquer des robots toujours plus humains ? Est-ce que c'est une fascination qui est naturelle ou devrait-elle nous inquiéter ? Je ne sais pas si vous connaissez la société Protoclone. C'est une société américano-polonaise qui fait des androïdes. Alors quand on voit les Chinois ou même Musk faire des androïdes, ce sont des androïdes qui ressemblent à un petit peu des personnages de science-fiction, des robots, etc. La société Protoclone, elle, prend part du corps humain, calque le squelette, fait 222, donc un squelette en carbone avec 222 os. Et puis la prochaine étape, c'est de mettre du derme, de l'épiderme, de l'hypoderme sur ce squelette. Et quand on voit ça, c'est assez impressionnant. On les voit bouger, donc
Alors je ne connais pas la traduction exacte en français, mais c'est des myofibers, donc des myofibres, je dirais peut-être. Donc en fait du liquide qui permet de contrôler le déplacement comme si le squelette était recouvert de tendons en quelque sorte, comme le corps humain. Et donc cette technologie, on peut imaginer que dans 20 ans, elle aura encore évolué, on sera de plus en plus vers la particularité, le particularisme de l'humanité, c'est-à-dire un corps humain. La démonstration du livre tente à montrer qu'ils font tout aussi bien que nous, voire mieux, pour les siliclones augmentés, parce qu'il y a un exemple de siliclone augmenté, donc un guitariste raté, et sa réincarnation sous forme de siliclone qui joue de la guitare aussi bien qu'un manouche en quelque sorte, un guitariste manouche, parce qu'il rêvait de se réincarner en guitariste manouche, donc son rêve a été exaucé. Eh bien, il y a toujours une limite. Par exemple, ce guitariste joue mieux que lui, mais il est incapable de créer de la musique à partir de rien. Il a besoin d'être comme un LLM aujourd'hui, il a besoin que son maître lui donne un prompt en quelque sorte, lui donne un ordre, lui donne une direction. Donc ces siliclones, effectivement, imitent le mieux possible les humains qu'ils représentent, mais sont toujours limités parce qu'ils n'ont pas accès de la même manière au monde des valeurs. Parce que dans l'ouvrage précédent, qui était un essai pour le coup, qui était de Gaïa à l'IA, je commence avec un grand écart entre deux dystopies. Donc, d'une part, l'algorithmocratie dont on a parlé, mais qui était pensée uniquement de manière théorique. Puis, d'autre part, la collapsocratie, qui est qui appelle de son vœu la décroissance, une société décroissante et un retour en arrière. Et ces deux idéologies, pour moi, se positionnent par rapport au progrès technologique et à l'exponentiel que nous fait subir le progrès technologique. C'est-à-dire, ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire, les choses s'accélèrent. Alors, quelqu'un comme Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, on va peut-être en reparler, je crois, et de Palantir, dit que le progrès technologique a tendance à stagner. On pouvait s'attendre à plus. C'est-à-dire que, mis à part pour ce qui regarde le numérique et l'IA, sa thèse est que tout ce qui relève de la médecine, par exemple la capacité de soigner notre faculté à soigner les cancers, comment à aller plus vite, à faire des voitures volantes, etc. Tout ça, ça a stagné. Il y a juste le numérique qui a continué d'accélérer. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même cette continuité, cette accélération, et il n'y a pas eu de politique scientifique. C'est ce que j'explique dans De Gaïa à l'IA, donc l'essai précédent. Il n'y a pas eu vraiment de politique scientifique, c'est-à-dire de prise de recul par rapport au progrès technologique qui dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. On ne l'a pas eu suffisamment. On a donné trop de crédit à l'innovation. Et face à ça, la seule alternative en termes de politique scientifique qu'on a eue, c'est l'idéologie écologiste. Donc avec cette volonté de tout arrêter, de freiner, de revenir en arrière, etc. Alors que il y avait d'autres manières de voir les choses, c'est ce que je propose dans De Gaïa à l'IA. On peut pas continuer comme ça à avoir un débat idéologique entre deux idéologies, l'une qui dit faut décroître et l'autre faut croître absolument, faut donner tout crédit au progrès. Faire de la politique scientifique, c'est chercher des valeurs externes au progrès lui-même, donc des valeurs qui seraient, ce que je propose, c'est la libre responsabilité. Et optimiser la libre responsabilité par rapport à chaque innovation. Concrètement, si vous débattez
de sources d'énergie. Est-ce qu'il vaut mieux du nucléaire ou de l'éolien ou du solaire? Vous allez vous poser la question, laquelle de ces deux sources d'énergie optimise ma libre responsabilité? Est-ce que le fait que on ait des gens qui vivent sans but d'un revenu minimum, est-ce que ça accroît le bien-être, la condition humaine, sachant que le progrès assure la croissance et le bien-être de chaque individu. Mais à côté de ça, le fait de ne plus avoir rien à faire, est-ce que c'est bien pour ces gens qui sont sans but, quoi, en quelque sorte? Et est-ce que ça accroît leur libre responsabilité? Où doit-on fixer les limites? Car certains considèrent que déléguer toujours plus de tâches aux robots risque d'affaiblir nos capacités et notre sens de l'effort. Le philosophe Éric Sadin critique la vision portée par les grands groupes technologiques américains qu'il accuse de conduire à une forme de déshumanisation. Que pensez-vous de cette analyse? C'est biaisé parce que ce que je démontre, c'est que les silicones restent des machines en quelque sorte. Donc elles ne sont pas libres d'incarner les valeurs que nous sommes libres d'incarner. Elles ne sont pas libres d'avoir ou elles ne sont pas capables d'avoir un jugement de goût véritable. Elles vont savoir ce que vous voulez, connaître vos préférences, savoir ce que vous auriez choisi dans tel cas, mais si elles le font, elles ne l'incarnent pas de la même manière que vous l'auriez incarné, parce qu'elles ont besoin d'une directive, d'un commandement, d'un ordre. Si ce n'est pas le cas, ce ne sont plus des machines, ce sont du vivant, c'est-à-dire, je vais faire un peu de philosophie, je m'excuse, mais incarner une valeur, pour incarner une valeur, il faut être capable de s'autodéterminer de manière finaliste, et non pas d'être déterminé par une cause tierce, c'est-à-dire une cause à tergo en quelque sorte, donc quelque chose un maître qui vous donne un commandement, une pierre une boule de billard qui vous fait bouger dans un sens plutôt que dans un autre. Enfin voilà quoi. Donc je pense que la machine, enfin c'est ce que j'essaye de démontrer, elle sera toujours limitée. C'est-à-dire, on parlait du personnage d'élan musclé, et ces 9 siliclones qui lui donnent le don d'ubiquité pour chacune de ces... Il y en a un pour chacune de ces entreprises différentes. L'idée étant qu'il puisse... ça puisse lui faciliter la tâche. Eh bien non, en fait, ça ne lui facilite pas la tâche parce que chaque siliclone lui dit de manière statistique ce qui serait mieux de faire pour telle ou telle prise de décision, mais incapable de prendre la décision lui-même. Voilà. Donc je pense que l'humain a toujours un rôle à jouer. Donc je suis pas complètement d'accord avec M. Sadin, même si ces critiques peuvent être parfois intéressantes. J'aimerais également évoquer avec vous le manifeste de Palantir. Donc Palantir, une entreprise éditrice de logiciels spécialisée dans les domaines du maintien de l'ordre, du renseignement et de la sécurité, est sous contrat avec le gouvernement américain. Et donc son fondateur, Peter Thiel, vient de publier 22 thèses virales dans lesquelles il évoque le rôle de l'intelligence artificielle dans la défense, la sécurité et l'organisation de l'État. Un texte qui pourrait donc être fondateur dans le rôle de l'intelligence artificielle dans un proche avenir. Comment percevez-vous cette vision, ce manifeste ? J'ai travaillé dessus pour creuser le sujet davantage. J'ai pas lu le manifeste, j'ai lu le résumé dans le tweet avec les 21 principes. Mais ce que ça m'a tout de suite évoqué, c'est Sivi pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre.
C'est ça, hein, il me semble. Oui, Euh, et puis autre chose, j'ai trouvé assez, encore un peu de philo, excusez-moi, mais j'ai trouvé assez cocasse que quelqu'un qui a été formé par l'école de Francfort s'oriente finalement du côté de Karl Popper et du paradoxe évoqué par Popper qui est que pour défendre la société ouverte, il faut combattre les ennemis de la société ouverte. Et c'est ce que j'ai lu au travers de ces 21 principes. Francfort, c'est quand même une école qui est la source de la pensée woke aujourd'hui, de la déconstruction, des théories marxistes, lutte des classes, etc. Donc avec Adorno, et puis d'autres dont les noms m'échappent sur le coup, mais ça va me revenir. Donc c'est une école vraiment de pensée assez nihiliste, quoi. Oui, encore une fois, c'est la source du wokisme. Donc, le communisme révolutionnaire. Voilà. Alors que ce que fait Karp avec sa république technologique, c'est de réinstaurer un panel de valeurs. Alors il y a des valeurs martiales dedans, hein, ça on peut pas le nier. Mais bon, je pense que ce qui est à retenir, c'est que il le dit d'ailleurs, hein, c'est l'époque de la dissuasion nucléaire est terminée. Ce qui vient maintenant, c'est la dissuasion par l'IA. Et les autres nations qui développent l'IA, hormis peut-être l'Europe, je pense qu'ils visent la Chine essentiellement, hein, ne nous feront pas de cadeaux, hein. Donc c'est les plus forts qui seront capables de devenir les maîtres du monde. C'est les maîtres de l'IA et de la robotique qui seront les maîtres du monde. Donc, les nouveaux algorithmocrates. Les nouveaux algorithmocrates, voilà, exactement. Ouais. Vous évoquiez également le transhumanisme et ce que certains appellent la mort de la mort, avec des androïdes qui prolongent donc la vie humaine. Pensez-vous que nous assistons à l'émergence d'une forme de spiritualité technologique dans le sens où on trouve une forme d'espoir, de croyance, peut-être même de gourou, de rituels qui sont liés donc au domaine technologique? Est-ce que c'est un mouvement religieux? Oui, forcément. Ouais. Ou une idéologie, tout du moins. Il y a cette croyance en capacité, notre capacité infinie à repousser la mort. Alors, dans Cyclone, je me dis qu'on n'a toujours pas touché la singularité. La singularité, vous savez, c'est ce moment qu'on sera incapable de reconnaître d'ailleurs, on sera incapable de dire qu'on a touché la singularité, mais ce moment où on bascule dans quelque chose qu'on n'a pas connu auparavant, dans une nouvelle forme de société, dans une nouvelle forme de loi. Alors un auteur comme Ray Kurzweil, qui est un des penseurs du transhumanisme également, imagine que cette singularité aura lieu en 2045 et se manifestera par la fusion du néocortex, donc de notre cerveau, et de l'acidis. Donc la fusion des deux nous permettra de télécharger notre conscience sur une forme de support qui fait qu'on atteindra l'éternité, oui, une forme d'éternité. On sera plus lié par les externalités négatives de notre corps. On sera un pur cerveau, un petit peu comme Jean-Baptiste Aldan l'avait imaginé dans une de ses dystopies, où vous aviez des corps, des cerveaux énormes sans corps. Voilà, où Jean-Baptiste Chardin, Teilhard de Chardin, pardon, Jean-Baptiste Chardin, Teilhard de Chardin et sa noosphère, donc une espèce de conscience collective où tout le monde peut télécharger
sa pensée en quelque sorte. Il y a cette idée très forte chez les transhumanistes. Alors je suis assez critique puisque les siliclones sont justement cette possibilité comment on n'a pas atteint la singularité, on n'a pas la capacité de vivre de manière éternelle, et donc le silicone permet de vivre la singularité par procuration en quelque sorte, c'est-à-dire ou d'atteindre la vie éternelle par procuration. C'est un peu l'idée, et on n'y arrive pas vraiment en fait. Merci beaucoup pour cet entretien, Gérard Houry. Merci à vous.